Bonjour à tous. Le CPS Bourgogne-Franche-Comté a souhaité faire un point épidémiologique de la situation Covid-19. Cette présentation a été conjointement élaborée par le docteur Michel Tive du CPS Bourgogne-Franche-Comté versant Bourguignon et moi-même, Fabienne Boson, du versant CPS Bourgogne-Franche-Comté versant Franc-Comtois. Juste un petit point de préambule avant pour vous expliquer que, vous le savez, il y a de nombreux variants du SARS-CoV-2 qui circulent en France et qu'il y a de nouveaux variants qui sont régulièrement identifiés. Malgré tout, ils n'ont pas tous le même impact sur le plan des caractéristiques de l'épidémie. En juin 2020, il y a eu un groupe de travail de l'OMS qui a été créé sur l'évolution du virus et qui a permis une classification de ces variants en différentes catégories. Donc, on a les variants préoccupants, VOC pour l'expression anglaise Variant of Concern. Donc, les premiers variants préoccupants sont apparus donc, à partir de fin 2020 et ils étaient basés sur l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma et delta, ainsi que la lignée parentale d'Omicron avec les différents B, 1, 1, 5, 229 par exemple. Ils sont actuellement considérés comme non circulants. À ce jour, il n'y a aucun lignage qui est classé en VOC. Il y a des variants à suivre, ou variants of interest, et des variants en cours d'investigation, variant under monitoring ou VUM. Car ce sont des variants qui présentent des signaux précoces de croissance anormalement importante, mais pour lesquels il existe des incertitudes quant à leur impact épidémiologique et clinique. Nous avons régulièrement des analyses par Santé publique France et le Centre national de référence des virus respiratoires. Et c'est par eux que nous avons des points d'analyse réguliers. Donc le dernier en date de fin septembre sur les classements des variants. Bien évidemment, ça risque d'évoluer au cours des semaines à venir, mais 25 septembre, semaine 38, on peut dire qu'il y a une augmentation de l'incidence des variants qui sont dérivés des recombinants XBB, dont en particulier EG.5 ou encore EG.5.1 qui est dénommé le variant ERIS. Donc ce sont des sous-lignages de XBB.1.9 qui avaient déjà été déclarés comme VUM par l'OMS au courant du mois de juillet 2023. À semaine 38, on est à 42% de ce variant type ERIS et à 65% donc de ces variants issus de XBB. Il existe un variant d'intérêt qui est le BA.2.86, qui est un variant qui est un petit peu plus préoccupant car il présente un grand nombre de mutations, ce qui peut entraîner donc un risque d'échappement immunitaire et possiblement une bonne réponse ou protection liée à la vaccination. Malgré tout, il demeure très minoritaire puisqu'on est inférieur à 1% des cas au 12 septembre 2023. Concernant les symptômes du Covid, communément, on a de la fièvre qui est de moins en moins fréquente, mais c'est surtout une fatigue extrême et des symptômes qui sont essentiellement ORL, avec le toux, le nez qui coule, mal à la gorge, et la perte du goût de l'odorat est devenue beaucoup moins fréquente. Donc il y a une espèce de banalisation de la symptomatologie. Sur le plan épidémiologique, il faut noter qu'il y a une suspension du fonctionnement habituel du CIDEP, donc depuis le 1er juillet 2023. Ce qui peut avoir un impact justement sur une idée de la situation épidémiologique réelle. Ça reste malgré tout une maladie à déclaration obligatoire. Donc il y a un décret qui est sorti du 2 août 2023, donc décret du ministère de la Santé et de la Prévention, relatif justement à la liste des maladies qui doivent faire l'objet d'un signalement, une déclaration obligatoire. Donc la Covid-19 en fait partie. Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement de ces maladies et du Covid en particulier. Alors, les laboratoires continuent malgré tout à transmettre donc ces données à Santé publique France via les mêmes modalités techniques que précédemment. Par contre, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes n'ont plus à déclarer les résultats individuels, quel que soit d'ailleurs le résultat positif ou négatif. Alors, on a heureusement, malgré tout, d'autres moyens indirects qui nous permettent de nous donner une idée de l'évolution épidémique, donc, le réseau Sentinelle, par exemple. Donc là, c'est la situation observée en médecine générale pour la semaine 39.
ou les infections respiratoires aiguës qui regroupent pas seulement que le Covid, hein, mais possiblement les infections virales, grippales et autres virus respiratoires, montraient actuellement une activité modérée, en médecine générale. L'incidence des cas, donc qui est malgré tout un petit peu en augmentation, en consultation de médecine générale, s'est observée dans toutes les tranches d'âge, probablement aussi en lien avec la co-circulation du SARS-CoV-2 et de d'autres rhinovirus. On a d'autres moyens de surveillance, comme la surveillance syndromique sursaut, et le bulletin du réseau Au secours, qui nous permet d'avoir un point hebdomadaire sur la fréquentation des urgences liées à une suspicion de Covid. Donc ce ne sont que des cas de suspicion. Donc on constate qu'on a une hausse des passages en lien avec des indicateurs respiratoires saisonniers, avec malgré tout un possible décrochage, chez les enfants en moins de 15 ans et une possible stagnation ou augmentation modérée, des cas, chez les adultes et les plus de 75 ans. De même, un impact possiblement sur les hospitalisations, alors, comparativement aux 3 années précédentes, donc l'année 2023 donc qui est en noir, une petite, baisse, à semaine 37, 38, 39, des cas d'hospitalisation pour des infections, respiratoires, possiblement Covid et une stabilité, voire une légère ascension, à voir si elle va rejoindre la courbe bleue, de l'année 2020 ou pas, mais en tout cas une légère ascension de l'hospitalisation pour les gens de plus de 15 ans. Donc, concernant les recommandations et du rappel vaccin Covid, au vu des circonstances épidémiologiques actuelles, dès le 15 septembre, nous avons reçu un DGS urgent incitant donc à avancer la campagne du rappel vaccinal Covid concernant les populations les plus fragiles. Donc, les nouveaux vaccins seront à disposition dans les officines à compter du 2 octobre. Donc, on peut commencer la vaccination donc, depuis le 2 octobre. À partir du 17 octobre, et comme préconisé par la HAS, dans son avis du 23 février 2023, les 2 campagnes de vaccination contre Covid-19 et contre la grippe seront menées de manière conjointe. Donc, je vous le rappelle, pas de délai à respecter entre vaccination Covid et vaccination grippe, ils peuvent être co-administrés. En pratique, on peut quand même constater une réaction d'intolérance ou fébrile, peut-être majorée à la coprescription, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à la coprescription, un dans un bras, l'autre dans l'autre. Concernant la population éligible, ça reste, le standard. Donc les personnes immunodéprimées, il est recommandé de faire un rappel, dès qu'on a, plus de 3 mois par rapport à la dernière dose vaccinale ou par rapport à la dernière infection Covid. Pour les autres, personnes éligibles, bah, c'est toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et toutes les personnes estimées comme à risque de forme grave, avec des comorbidités, les femmes enceintes, les résidents des établissements, EHPAD, ou de longue durée, donc les personnes à risque de forme très grave et les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, ce qui inclut, les professionnels de santé, les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Donc là, on a un délai de 6 mois après la dernière dose vaccinale ou après une infection, Covid. Concernant la campagne, de vaccination donc dans les établissements, ESMS, le ministère de la Santé et de la Prévention a validé donc, le 29 septembre 2023 un document sur l'organisation de la vaccination en EHPAD et en USLD. On vous a mis le lien, qui est accessible ainsi que sur le site santegouv.fr et surtout un rappel sur, la conduite à tenir en cas de cluster au sein d'un établissement de santé médico-social. Si la campagne débute et que malheureusement il y a un cluster, que faire? Donc en fait, il faut tester toutes les personnes de l'établissement, quel que soit le statut vaccinal, par RT-PCR ou par tag, pour simplifier pour mettre en place, de façon rapide en fait après le dépistage. Si c'est négatif, on vaccine en respectant les délais recommandés, hein, donc plus de 3 mois si c'est quelqu'un d'immunodéprimé ou plus de 6 mois si c'est quelqu'un, non immunodéprimé mais qui fait partie des personnes à risque. Et si c'est positif, eh ben, on reporte la vaccination, toujours en fonction des délais, recommandés. Néanmoins, toute personne qui souhaite se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible, peut recevoir une injection, contre la Covid-19. Concernant les personnes âgées de 5 ans et plus, les schémas vaccinaux sont simplifiés. Quel que soit le passé vaccinal du patient, la posologie consiste désormais en une seule dose de vaccin. Donc les notions de primo-vaccination, de rappel, sont plus d'actualité pour ces catégories d'âge. Pour cette campagne, donc, on a des nouveaux vaccins qui ont été adaptés au variant XBB 1.5 qui vont être utilisés préférentiellement. Donc, le vaccin adapté monovalent de chez Comirnaty Pfizer, qui est
toujours malheureusement en multidose. Vous avez le vaccin Novavax qui est attendu en novembre 2023 sous réserve de l'obtention de son AMM, qui est donc pas un vaccin ARN. De la même que le vaccin de chez Sanofi Pasteur, donc vaccin recombinant adjuvanté qui restera disponible mais en seconde intention en alternative donc à la technologie d'ARN messager. Et puis le vaccin Spikevax, donc ARN Moderna, qui a été approuvé par l'Union européenne en septembre 2023, mais qui est toujours en discussion commerciale, qui serait là, cette fois, celui-ci en monodose, ce qui serait peut-être plus pratique pour la mise en place des campagnes de vaccination. Le 6 septembre, alors, intérêt ou pas, plutôt une bonne nouvelle, même si ça reste une étude réalisée chez la souris, mais en tout cas, les inquiétudes concernant l'efficacité vaccinale du vaccin qui va être mis en route là, Comirnaty, concernant le nouveau variant, d'intérêt, hein, le BA.2.86, celui qui a de grosses mutations, celui pour lequel on ne sait pas quel est le risque d'échappement immunitaire et le risque de réponse vaccinale. Bon, en tout cas, les études montreraient quand même une forte réaction d'anticorps contre le sous-variant BA.2.86. En tout cas, chez la souris. À voir, chez l'homme, ce qui va se passer. Concernant les traitements antiviraux, alors l'HAS a mis en place, des fiches, on va dire réflexes, validées par le collège, hein, donc en juin 2023, sur, les indications de traitements antirétroviraux. Donc on sait que l'infection par le SARS-CoV-2 reste potentiellement grave pour certains patients, en particulier les immunodéprimés ou les personnes, avec des comorbidités. Donc ce sont des personnes qui vont être éligibles possiblement à certains traitements antiviraux. Voilà, quel que soit le statut vaccinal d'ailleurs. Le traitement possiblement en route, ce serait l'association Nirmatrelvir-Ritonavir, qui est donc le Paxlovid, qui est le traitement antiviral de première intention, qui doit être administré le plus précocement possible après le diagnostic de Covid, en tout cas au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'apparition des symptômes, alors qu'ils sont parfois bénins ou peu inquiétants. Donc c'est là la problématique, c'est que souvent les gens se disent, bon, voilà, c'est pas bien grave, ça va bien aller, mais qui peuvent évoluer. Donc il faut que ce soit dans un délai relativement court, chez des gens qui sont non oxygéno-requérants et d'une durée de 5 jours. Donc les patients immunodéprimés, dont la liste est là, donc les personnes à très haut risque de forme grave, sont éligibles à ces traitements antiviraux, donc les patients atteints de cancer ou d'hémopathie, sous chimiothérapie, les dialysés, les greffés d'organes, et donc tous ces patients polypathologiques font partie des patients éligibles à ce traitement antiviral, identique donc pour les patients à risque de forme grave, que sont les diabétiques, les obèses, les BPCO, les insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques, hypertension artérielle compliquée. Alors le traitement, donc l'association, Nirmatrelvir-Ritonavir, sur cette étude, que voilà, montrait quand même déjà en avril 2022 un impact sur le risque d'évolution, vers des formes graves comparativement au placebo. Donc on a même probablement une diminution de près de 90 du risque d'évolution vers des formes graves, chez les gens comparativement au placebo. Alors, il est indiqué ce traitement chez les adultes infectés par le SARS-CoV-2 qui ne nécessitent pas de supplémentation d'oxygène et qui ont donc un risque élevé d'évolution vers une forme grave, donc ceux qui sont listés que je vous ai dit précédemment. Il n'y a pas d'effet préventif chez les personnes exposées, donc les contacts niet, et pas d'effet protecteur chez les personnes à faible risque de forme sévère. Alors le professeur Yazdan Pana du service maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, voilà ce qu'il a dit. Malheureusement, la plupart des gens, y compris les personnes bien informées, refusent de prendre un médicament tant qu'ils vont bien. Or, quand ils vont mal, il est trop tard. Donc on a tendance à oublier la gravité du Covid chez les personnes fragiles. Alors, problématique malgré tout, cette thérapeutique peut avoir pas mal de contre-indications avec certaines coprescriptions, et en particulier toutes les molécules qui sont de puissants inducteurs du cytochrome P3A. Donc vous avez un listing, et ce qui peut parfois aussi gêner ou freiner la prescription par peur d'interaction. Donc il y a eu un dispositif d'appui à la prescription et à la dispensation qui a été mis en place et élaboré par la Société française de pharmacologie thérapeutique. Donc avec soit un support de listing de propositions thérapeutiques,
qui permettent de dire, ça match ou ça matche pas. Ou un numéro vert, pour les prescripteurs qui souhaitent être mis en relation avec un pharmacologue en cas de situation, complexe. Voilà, j'espère que cette présentation a pu vous apporter quelques réponses. Bien évidemment, le CEPIAS reste à disposition en cas de questionnement, d'interrogation.